À la une de cette édition, Emmanuel Macron positif au Covid-19. Le président français est placé à l'isolement pendant 7 jours. Tous ses déplacements sont annulés. Cas contact, les premiers ministres français, espagnols mais aussi portugais s'isolent eux aussi. Plus de 3000 décès en 24 heures. Les États-Unis sont débordés par l'épidémie de Covid-19. Exemple, vous le verrez en Californie, où le système hospitalier est au bord de la rupture. Et puis ce verdict attendu dans le procès de l'attentat des jouets du Thalys, c'était il y a 5 ans. Ayoub El-Kazani risque une peine de prison à perpétuité. Rappel des faits à suivre. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Le chef de l'État continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance. C'est donc l'essence même du communiqué de l'Élysée après le test positif d'Emmanuel Macron au Covid-19. Le président français est donc placé à l'isolement pendant 7 jours après avoir ressenti des symptômes. Brigitte Macron, son épouse, annonce elle être négative. On fait le point avec Astrid Mesmorian. La nouvelle est tombée peu avant 10h30 par communiqué de l'Élysée. Le président de la République a été diagnostiqué positif à la Covid-19 ce jour. Ce diagnostic a été établi suite à un test PCR réalisé dès l'apparition de premiers symptômes. Au Sénat ce matin, Gérard Larcher, son président, est en train d'évoquer la situation sanitaire en France. Sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Lorsqu'il annonce que Jean Castex ne viendra pas, il est cas contact du président. Il s'applique à lui-même ce qu'il demande aux Français. Et par principe de précaution, il s'isole en attendant les résultats des tests. Un premier test négatif. Richard Ferrand part également à l'isolement. Le président de l'Assemblée nationale était au Conseil régional de Bretagne ce matin. Il a dû le quitter avant la fin des débats. Hier soir, dans la salle des fêtes de l'Élysée, Emmanuel Macron dînait avec lui, ainsi qu'une dizaine de personnes, dont François Bayrou, Christophe Castaner ou Stanislas Guerini. Ce dernier part aussi à l'isolement. Jean-Luc Mélenchon a été contacté par l'Élysée. Il semble, lui, épargné, bien qu'il ait vu le président mardi. Je viens d'avoir à l'instant l'attaché parlementaire du président de la République qui m'a rassuré, je ne suis pas cas contact. Lundi, c'étaient les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le débat avait duré 4 heures. Le ministre Marc Fesneau était voisin de table du président. Il se dit, lui aussi, cas contact. Une liste qui pourrait s'allonger dans la journée. Emmanuel Macron qui a aussi rencontré cette semaine plusieurs dirigeants européens. La liste des cas contacts s'allonge donc, c'est l'effet domino. Sont concernés les premiers ministres espagnols, Pedro Sánchez, et portugais, Antonio Costa. Charles Michel, le président du Conseil européen, annonce lui aussi s'isoler par mesure de précaution. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel, elle aussi, aux côtés d'Emmanuel Macron cette semaine, annonce être négative. L'Allemagne qui se reconfine partiellement avant les fêtes de fin d'année. Les chiffres du Covid sont alarmants sur place avec ce nouveau record de contamination en 24 heures, plus de 30 000. Berlin qui estime, comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, que la campagne de vaccination débutera le 27 décembre en Europe. Le vieux continent qui vient de dépasser aujourd'hui la barre du demi-million de morts. Une campagne de vaccination déjà débutée aux États-Unis. Vous avez pu découvrir ces images sur notre antenne. Le pays qui compte désormais 315 000 morts, dont plus de 3 000 ces dernières 24 heures. On vous emmène aujourd'hui en Californie, l'un des États les plus touchés. Sur place, vous allez le voir, le système de santé est mis à rude épreuve. Julien Cheida. Plus de 32 000 cas enregistrés mercredi dans l'État de Californie et des hôpitaux qui arrivent bientôt à saturation. Certains n'ont plus de place en réanimation. Pour les médecins, il pourrait y avoir à terme un risque de paralysie du système hospitalier si les contaminations continuent d'augmenter. We have a problem, and at this point, all our hospital systems can do is brace for these days and weeks to come. Our operating rooms cannot perform as many surgeries as they should when those staff are needed to care for COVID patients. La Californie enregistre le plus grand nombre de malades dans tout le pays. Au moins 543 000 personnes ont été contaminées depuis le début de la pandémie. Devant ce nouveau rebond, les autorités lancent un appel à la responsabilité collective. We have the most difficult road yet in front of us, and I encourage everyone to stay home as much as possible, protect your families and friends, and take every precaution that's available to you. À l'échelle du pays, 113 000 personnes sont hospitalisées à cause du virus. Les États-Unis n'en finissent plus de battre des records, notamment depuis les grands rassemblements familiaux de Thanksgiving fin novembre, laissant craindre un scénario noir avec Noël dans une semaine.
Dans ce contexte, les premières vaccinations ont débuté, mais les autorités préviennent que cette première campagne n'endiguera pas la hausse actuelle des contaminations. Après celui de Pfizer, c'est au tour du vaccin de Moderna d'être actuellement à l'étude avant son éventuelle mise sur le marché. On en vient à présent aux négociations commerciales post-Brexit. Elles avancent toujours, mais il reste une pomme de discorde, le sensible dossier de la pêche. Si un accord n'est pas signé d'ici le 31 décembre, Londres menace d'interdire l'accès à ces autres et poissonneuses. Les pêcheurs français sont bien sûr vent debout, car c'est toute la filière qui est menacée. Nos reporters Jonathan Walsh et James André se sont rendus à Boulogne-sur-Mer. C'est le plus grand port de pêche sur le territoire français. Il emploie 6000 personnes. Reportage. C'est l'heure de pointe dans le port de Boulogne-sur-Mer. Ces chalutiers accostent en pleine nuit pour débarquer leurs précieux chargements. Les pêcheurs ont souvent passé plusieurs jours en mer, principalement dans les eaux britanniques, parmi les plus poissonneuses d'Europe. Mais Londres menace d'en interdire l'accès si un accord post-Brexit n'est pas signé d'ici la fin de l'année. C'est toute l'économie locale qui est menacée. On est 60%, 70% du temps dans les eaux britanniques. S'il y a vraiment un Brexit dur, ça risque d'être compliqué pour nous. C'est, on va dire, la moitié du chiffre d'affaires, même un peu plus. Donc si on perd les eaux anglaises, on perd une bonne partie du chiffre d'affaires. Si c'est pas la clé sous la porte, c'est pas loin, quoi. Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français. Mais il attire aussi d'imposants navires néerlandais qui viennent y vendre leurs poissons. Sans accord avant le 1er janvier, l'afflux de bateaux dans les eaux hexagonales pourrait devenir ingérable. Les eaux françaises, ils sont carrément surexploitées. Là, vous avez des dizaines et des dizaines de bateaux, des étrangers, des Belges, des Hollandais. Et après, il y a tout la flottille de Boulogne, tout. Les eaux françaises, ils sont complètement rasées. Et donc là, le peu qu'on trouve, c'est dans les eaux anglaises. Et puis là, ils vont nous les interdire. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On est mort, franchement, on est mort. Ce jour-là, près de 100 tonnes de poissons sont vendues à la criée. Au même moment, les négociations s'éternisent à Bruxelles. La pêche reste l'un des principaux obstacles à un accord. Londres en a fait une question symbolique et réclame un contrôle total des quotas et des droits de pêche. De leur côté, les pays de l'Union redoutent une concurrence déloyale et tentent d'imposer des garde-fous. Quelle image la plus forte pour un gouvernement et un Premier ministre tel que Johnson que de réclamer la souveraineté sur la mer. Enfin, la Grande-Bretagne dépend de nous pour ce qui est d'écouler ces stocks. Le marché de l'halieutique et pas seulement de l'halieutique. Donc l'Europe a raison d'être ferme sur ce qui doit être un donnant-donnant. Un deal, c'est bien ça. La France a promis de ne pas sacrifier les pêcheurs dans les discussions en cours. Elle a aussi répété que sans accord, le Royaume-Uni serait le grand perdant du Brexit. À la une de l'actualité également, le procès de l'attentat des jouets du Thalys. C'était en août 2015. Il s'est achevé ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. La fin de 5 semaines d'audience. L'accusé Ayoub El-Kazani, qui s'est excusé auprès des victimes, risque la prison à perpétuité. On attend désormais le verdict. Rappel des faits signé David Gilberg. Ayoub El-Razani avait de quoi faire un carnage. Muni d'un fusil d'assaut AK-47 et de 270 munitions, il monte le 21 août 2015 à bord d'un train Thalys reliant Amsterdam à Paris. Il tire une fois et blesse un passager. La détonation réveille 3 Américains en vacances en Europe. 2 d'entre eux sont des soldats. Ils maîtrisent l'assaillant. Les enquêteurs retracent ensuite le parcours de ce Marocain qui a vécu à Molenbeek en Belgique. Ils découvrent qu'il a brièvement séjourné en Syrie où il a reçu un entraînement pour perpétrer une attaque en Europe. Ayoub El-Kazani avait visionné, alors qu'il se trouvait déjà à bord du train Thalys, un fichier audio YouTube dans lequel un individu exhortait ses fidèles au combat et à la prise des armes au nom du prophète. 3 autres hommes étaient jugés à ses côtés pour complicité. Autre complice identifié, selon les policiers, Abdelhamid Abaoud, tué 3 mois après l'attaque du Thalys. Il était l'un des terroristes des attaques du 13 novembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Je vous redonne l'adresse www.france24.com. À la une, vous le voyez, le test positif au Covid-19 d'Emmanuel Macron, ce qui va chambouler son agenda présidentiel. Prochain journal dans 20 minutes sur notre antenne. Restez avec nous.